La plupart des plastiques sont issus des hydrocarbures. Mélangés à d'autres molécules et substances chimiques, on peut lui donner à peu près n'importe quelle forme et résistance. Le hic, c'est que contrairement à ces fruits qui finiront par disparaître en quelques semaines sous l'action des micro-organismes, ce sac de course, ce briquet ou cette carte bleue, eux, sont là pour longtemps. On n'est pas à bout de ce plastique, tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des plastiqueurs, dont on a parlé tout à l'heure, en fait, les plastiqueurs, les producteurs de plastique, de matières plastiques, sont en fait les producteurs d'énergie fossile. On va dire très schématiquement les compagnies pétrolières, dans lesquelles on va englober aussi les compagnies gazières. Et donc ces compagnies pétrolières qui vont être d'eau, qui vont être SABIC, c'est-à-dire les compagnies saoudiennes, qui vont être ExxonMobil par exemple, Chevron, en France Total bien sûr, qui est un acteur majeur pour le plastique, une compagnie qu'on connaît beaucoup moins, on en parle beaucoup moins, sauf quand on parle de sport, parce que c'est important pour l'industrie de plutôt, on parle d'elle quand on parle d'un champion olympique ou d'un voilier qui va perdre un grand record, et c'est Ineos. Ineos qui est le 5e producteur mondial de plastique, qui est basé au Royaume-Uni, et dont le patron milliardaire Jim Ratcliffe est un fan de sport et notamment va sponsoriser ou financer, possède l'OTC de Nice, le club de foot de Lausanne, Kipchoge, le marathonien éthiopien, court aussi sous les couleurs d'Ineos. On a aussi tout simplement la team Ineos en cyclisme qui a remplacé la Sky Team. Donc on a tous ces plastiqueurs, en fait, donc tous ces producteurs d'énergie fossile, ils sont en péril. En péril pourquoi? Parce que il n'a échappé à personne qu'on est en pleine crise climatique depuis fort longtemps, donc en tout cas on en parle un petit peu, et que les voitures thermiques, qui sont l'un des principaux débouchés du secteur pétrolier, sont vouées à disparaître, on ne sait pas, en tout cas à réduire énormément dans les 20 prochaines années. Donc en France par exemple, on estime qu'en 2040 on ne pourra plus mettre de voitures thermiques sur le marché. Et donc il faut bien que ces entreprises qui extraient toutes ces énergies fossiles trouve un autre débouché. Et en fait, le plastique n'est autre chose que la planche de salut de l'industrie des énergies fossiles. Et c'est pour ça que le plastique correspond à la matière qui va correspondre le mieux à leur avenir. Il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué, moi, pendant cette enquête, c'est qu'aujourd'hui, quand prenons le pétrole, sur un baril de pétrole, on a à peu près 5 à 10% d'un baril de pétrole qui va donner des matières plastiques. Alors, de la pétrochimie en général, c'est-à-dire des matières plastiques et des engrais, mais c'est 75% du pétrole, donc on va dire entre 5 et 10% de plastique sur un baril de pétrole. Aujourd'hui, à Singapour, on a une raffinerie qui a développé des procédés qui permettent d'obtenir 40% à partir du même baril de pétrole. Et en Arabie Saoudite, on est en train de développer, parce qu'en Arabie Saoudite, le pétrole est quand même quelque chose d'assez fantastique et d'assez crucial, on est en train de développer des procédés dont on espère qu'ils pourront permettre de sortir 80% de matière plastique à partir d'un baril de pétrole. On comprend avec ces recherches et avec ces chiffres que l'industrie est en train de se déplacer vers le plastique. Et il y a un autre chiffre que je trouve assez intéressant pour voir un petit peu cette bascule, c'est que on estime que d'ici 2040-2050, la quantité de pétrole qui sera utilisée en Europe et en Chine, 2 endroits où on va faire rouler des voitures thermiques, la quantité de pétrole utilisée pour faire rouler des voitures sera aussi importante pour faire rouler des voitures que pour fabriquer du plastique, dans seulement 20 ans d'ici. Ce qui était le plus marquant, c'était vraiment de ne rien voir, alors qu'on est habitué à des images de sacs en plastique, d'animaux ayant du plastique tout autour d'eux, etc. Là, on voyait rien. Une expression qui n'est pas du tout appropriée parce que effectivement c'est très grand et c'est grand comme un continent au niveau de la taille, mais c'est absolument pas un endroit sur lequel on peut marcher, c'est pas un agrégat de plastique solide et dense. En fait on ne voit pas grand chose, c'est simplement une concentration dans l'eau et il serait vraiment beaucoup plus approprié d'appeler cet endroit la soupe de plastique. Le problème avec le plastique, c'est qu'on ne meurt pas assez vite. Voilà, c'est assez simple. C'est que le Covid, alors aujourd'hui, au niveau mondial, on doit être à peu près à 5 millions un peu plus de 5 millions de morts. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, alors je ne prenez pas mal mes propos, je suis bien sûr pas satisfaite qu'il y ait tous ces morts dans le monde, mais ça veut dire qu'on a pris le problème à bras le corps. Et un monde entier s'est pris en charge pour agir au niveau politique. Les milliards d'euros qui ont été dépensés aux États-Unis et en Europe pour subvenir à cette crise, pour faire des études, pour avancer là-dessus. Le plastique, on n'en meurt pas comme ça.
Ça veut dire que le plastique et les perturbateurs endocriniens notamment, ce sont des substances qui vont infuser dans votre corps. Si une fois vous avez un perturbateur endocrinien qui traverse votre corps parce que vous avez mangé une moussaka dans laquelle la barquette plastique dans laquelle vous l'avez malheureusement chauffé au micro-ondes parce qu'il ne fallait pas le chauffer au micro-ondes même s'il est écrit chauffer au micro-ondes, que les perturbateurs endocriniens qui ont migré de votre barquette plastique à votre moussaka que vous avez mangé traversent votre corps. Il faut savoir qu'ils sont excrétés dans les 6 à 12 heures qui vont suivre cette ingestion. Si vous la mangez qu'une fois, c'est pas un drame. Si vous êtes un petit bébé, un petit enfant et que tous les jours on vous chauffe un plat préparé dans des barquettes de plastique, parce que c'est le cas malheureusement quand vous allez acheter des plats préparés en supermarché dans des barquettes en plastique, et que tous les jours pendant 1 an, 2 ans, vous mangez ces barquettes réchauffées au micro-ondes avec ces perturbateurs endocriniens toujours le même qui chaque jour revient dans votre corps. Ou un autre exemple dramatique, quand vous êtes un bébé en néonatologie, c'est-à-dire que vous êtes né déjà avec peu de chance, c'est-à-dire que vous êtes un bébé et vous êtes très malade à la naissance, vous êtes très prématuré. Donc vous allez rester plusieurs semaines en hôpital avec des poches à sang, avec des poches qui vont aussi contenir de l'alimentation ou des médicaments qui vont vous être perfusés dans votre corps grâce à des poches en PVC souples qui détiennent des phtalates, jusqu'à 80% de phtalates d'additifs dans ces poches, et ensuite dans ces tubes qui vont dans votre corps. On a estimé, une étude très intéressante et très inquiétante, a montré que les bébés qui sortaient de services de néonatalité avaient des taux de phtalates 4000 à 160 000 fois plus élevés que des adultes. Parce qu'on en a tous dans le corps, faut pas se leurrer. Une étude française a montré que adultes, enfants, tous les Français, on est imprégnés de bisphénol, de phtalates, de retardateurs de flamme, de perfluorés. Voilà, ça c'est acté. Mais donc quand on voit que c'est avec le temps long que ça se passe et avec les moments de votre vie, c'est-à-dire que le bébé ou la femme enceinte, ils vont être plus vulnérables que moi par exemple à un moment de ma vie. Et donc, excusez-moi, je suis en train de revenir à ma question. Pourquoi est-ce que j'en arrivais là? Non, parce qu'on ingère régulièrement des phthalates. Les phtalates. perturbateurs endocriniens. Ça vient sur le temps de votre vie en fait. Et on meurt pas assez vite parce qu'effectivement, ces effets vont se faire ressentir très longtemps après, voire des générations après. C'est ce qu'on a vu avec le Distilbène, qui est un perturbateur endocrinien. Ça veut dire que certaines mères avaient ingéré du Distilbène pour éviter les fausses couches, et c'est pas leur fille, mais éventuellement leur petite fille qui va avoir un problème de reproduction. Et donc aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens qui sont présents dans le plastique, c'est exactement le même problème. Ça va prendre énormément de temps avant d'avoir un effet sur notre santé, voire une génération supplémentaire. Donc il faut agir. C'est compliqué d'agir aujourd'hui. On va vous dire oh bah oui, mais finalement il se passe rien, on voit pas. Et il y a pourtant une étude qui est assez marquante aussi. C'est un bouquin qui est sorti en février 2021 aux États-Unis qui s'appelle Countdown, donc compte à rebours, de Shanna Swan, une épidémiologiste reconnue aux États-Unis. Qui, en réunissant un certain nombre d'études, à peu près 200 études sur 45 000 hommes occidentaux, a montré que la quantité de spermatozoïdes dans le sperme des hommes occidentaux avait chuté de 52% en moins de 40 ans, entre 1973 et 2011. Et que si on continuait cette courbe, qui descend, on a bien compris, on pouvait arriver à 0 en 2045. Alors, ça ne veut pas dire que tous les hommes seront stériles dans les pays occidentaux, en tout cas en 2045. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a clairement un risque énorme, une menace énorme qui pèse sur la race humaine. Là, on est vraiment là. Et alors, on va vous dire, ah bah oui, mais il n'y a pas de lien avec le plastique. Il y a un lien de plus en plus patent qui est en train, parce qu'il y a des études sur les races, même sur les êtres humains. On sait aujourd'hui que les phtalates et les bisphénols, par exemple, ont un impact important sur la reproduction humaine. Et donc, aujourd'hui, on soupçonne, et c'est plus qu'on soupçonne, que ils jouent un rôle majeur dans la baisse de la fertilité humaine. Aujourd'hui, il n'y a aucun fabricant qui est capable de vous dire précisément ce qu'il y a dans son plastique. C'est pour ça que, à choisir, plutôt éviter le plastique. Mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, avec les seuils qu'on a, par exemple à l'EFSA, sur le bisphénol A, moi, dans les scientifiques qui sont les scientifiques les plus en pointe sur la question, enfin justement ceux qui en 1990 ont commencé à alerter le monde sur la question des perturbateurs endocriniens, ils estiment que les seuils de réglementation, le minimum, le seuil sur lequel, à partir duquel, admettons, le BPA est dangereux, serait 20 000 fois trop élevé que les seuils réels. C'est-à-dire, alors que le risque apparaît à 1, on mesure à 20 000. Donc, on a l'impression quelque part que l'EFSA, elle est dans un autre monde. Alors,
Est-ce que c'est, il y a à la fois la puissance des lobbies, il y a à la fois un manque de finances, très clairement, ils n'ont pas assez d'argent et de moyens pour intervenir. Et il y a une étude qui est sortie il y a une semaine ou 15 jours, pour les phtalates, ce serait 8000 fois trop élevé. Bah oui, parce qu'on se dit que comment imaginer qu'un morceau de plastique va émettre des gaz à effet de serre, c'est compliqué, finalement. Bon alors donc c'est juste du pétrole sous une autre forme. On l'a compris. Donc déjà, première chose, quand c'est un plastique à usage unique, il faut savoir qu'aujourd'hui, le plastique, 40%, en gros, la production mondiale de plastique va dans du plastique à usage unique, c'est-à-dire principalement des emballages. Bah, vous repoussez d'une étape la combustion. Au lieu de mettre le pétrole directement dans votre voiture et de le brûler, émission de gaz à effet de serre, vous avez votre pétrole, vous avez votre masque, ok, vous le mettez en incinération parce que tout le monde a peur du Covid, donc on va brûler le masque, et là on aura des émissions de gaz à effet de serre. Entre-temps, on aura l'utilisation d'un masque, effectivement, on aura gagné une utilisation entre-temps. Ça, alors maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que une ONG, pour la première fois, a essayé de faire le décompte justement des émissions de gaz à effet de serre globales du plastique, en prenant tout le cycle de vie du plastique. Parce que l'industrie, quand elle vous parle du plastique, elle vous parle juste du fait que c'est plus léger. Et que du coup, quand vous transportez des bouteilles dans un camion avec des bouteilles en plastique de Coca-Cola, par exemple, ou des bouteilles en verre, le camion avec des bouteilles en plastique, il émet beaucoup moins de gaz à effet de serre parce qu'il est plus léger. Ou une voiture avec du plastique va être plus légère. Effectivement. Sauf que si vous prenez en cause toutes les émissions de gaz à effet de serre sur toute la durée de vie du plastique, de la production à l'extraction du gaz naturel, du gaz de schiste par exemple, qui a énormément de fuite de méthane qu'il faut rajouter dans la balance. Donc oui, le méthane qui est au moins 25 fois un pouvoir radiatif au moins 25 fois supérieur au CO2. Alors un pouvoir réchauffant effectivement qui en fonction des années qu'on prend, mais qui dans les premières années effectivement un pouvoir réchauffant qui est démultiplié par rapport à du entre 20 et 80 fois plus réchauffant que du CO2. Donc la production, donc l'extraction, la production, le transport, la fabrication, l'utilisation, non, et en fait la gestion du déchet. Parce que toujours on oublie la fin de vie. Or la fin de vie elle est très importante. Donc déjà, ou c'est du recyclage, il faut de l'énergie, ou c'est de l'incinération. Et donc on va effectivement émettre des gaz à effet de serre à ce moment-là. Et donc ça c'est des oublis énormes. Et on arrive donc dans les calculs qui ont été faits, l'ONG qui s'appelle Ciel donc estimait à peu près, alors je vais vous donner les chiffres précis, mais on est autour de 189 centrales à charbon pour en 2019. On estimait que les plastiques, la production de plastique mondiale émettait chaque année. Et pour 2019, l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre de 189 centrales à charbon. En 2030, on arriverait autour de 300 centrales à charbon et autour de 619 en 2050. Donc ça veut dire que si on continue à produire du plastique comme on le fait aujourd'hui, on arrivera effectivement à une explosion d'émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment des petites particules minuscules. Il y en a de toutes les couleurs. Ça peut ressembler à des petits granulés, à des petits. Parfois, on pourrait les prendre pour des petits bouts de nacre, parfois pour des espèces de petits bijoux. C'est vraiment très 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 étrange et c'est surtout absolument minuscule. Et c'est fait à partir de films, de filaments, de granules, de morceaux de filets de pêche. Il y a énormément de déchets de la pêche qui se désagrègent par les frottements, le courant et par le vent et les radiations du soleil, les rayons du soleil. Et ça, il faut pas l'oublier. Le plastique, c'est pas anodin, c'est pas inerte, donc c'est toxique. Et le plastique, à la fin, émettra des gaz à effet de serre. Et il y a un autre point, si j'ai le temps de l'exprimer, un impact sur le climat qui est très mal connu. Parce qu'on parle au gaz à effet de serre, on pense au gaz à effet de serre tout de suite. Mais il y a des impacts cachés qui, à mon sens, vont apparaître au grand jour assez rapidement. Donc, il se trouve que le plastique, on parle des plastiques, des déchets plastiques qui sont énormes. Ce qui est le plus important, c'est les microparticules de plastique. On parle du 7e continent de plastique, que tout le monde parle de ces déchets accumulés dans le gyre du Pacifique Nord. Ok, les plastiques de surface dans les océans, c'est moins de 1% du plastique présent dans les océans. Ça veut dire que 99% du plastique présent dans les océans et dans la colonne d'eau est sous l'eau. Or, donc c'est du plastique qui se dégrade tout simplement en petits morceaux. Or, ces microparticules de plastique bouleversent le fonctionnement, le nourrissement finalement du plancton. Et on craint aujourd'hui, on a vraiment de plus que de vrais soupçons, sur le fait que ça perturbe la façon dont aujourd'hui le plancton capture le CO2. On sait que les océans, depuis les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines, ont capté 30% à peu près des émissions de CO2 anthropiques. Or, il se trouve que les microparticules de plastique freinent l'absorption du carbone par le plancton. Et donc, à terme, ça pourrait vraiment avoir un effet catastrophique.
Mine de rien, c'est un tiers des emballages plastiques que nous produisons qui passent au travers des mailles des filières de retraitement. Portés par le vent, les ruisseaux, les fleuves, ce sont eux que l'on retrouve dans les océans. Ils forment ce qu'on appelle des continents de déchets et posent alors de nombreux problèmes graves pour les écosystèmes marins. Pour traiter le plastique, c'est la destruction thermique. Actuellement, 14% des déchets plastiques sont incinérés. Ça permet de réduire considérablement la masse de déchets et en même temps de produire de l'énergie par combustion. Le problème, c'est que ça génère des émissions de polluants atmosphériques qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé. Et puis à la sortie, il reste tout de même 30% du volume de départ. Des résidus solides, appelés mâches-fer. Hautement toxiques, ils doivent être entreposés dans des sites de stockage de déchets dangereux, autrement dit, des décharges. Si nous continuons au même rythme, des chercheurs ont calculé que nous doublerons le volume que nous avons sur les bras d'ici à 2050. Le poids de plastique présent dans les océans sera alors équivalent à celui de toute la faune marine qui y vit.